Bien, reprenons. Bonjour à tous. Oui, reprenons parce que j'ai conscience de vous avoir un peu laissé en plan la semaine dernière. J'avais commencé mon cours, vous vous en souvenez peut-être, par l'idée un peu apaisante, enfin en tout cas placide, que l'on pouvait refermer proprement un chantier de fouilles, en l'occurrence ici cette archéologie d'un nom propre que j'ai entrepris devant vous il y a quelques années et qui renvoyait davantage qu'à une fiction politique, à un souvenir, à une croyance, celle d'Ambroise de Milan. J'avais dit ça tout en disant que ce recouvrement pouvait laisser un reste inassimilable, un rebut qui serait au fond rétif à la conversion. Et ce raté du remploi, je l'ai appelé l'embarras des origines liturgiques du gouvernement des modernes. Mais bon, cela, je l'ai un peu asséné comme une vérité d'évidence, davantage que je l'ai explicité ou démontré. Je m'en suis voulu une partie de la semaine. Donc, je souhaite recommencer, ou en tout cas reprendre, disant au fond rappelant que j'avais souhaité commencer par là, par cette question liturgique, peut-être parce que j'avais été moi-même étonné par l'importance qu'avait prise dans l'écriture du livre dont je vous annonçais du même coup l'apparition imminente sur Ambroise, des hymnes, c'est-à-dire de cette manière d'écriture de l'histoire qui fore à partir donc justement du chant hymnique une anamnèse qui mènerait d'un très lointain passé, au plagement de nous, à ce très lointain passé qui se nomme Ambroise. D'où l'étude que j'avais commencée la semaine dernière de la façon dont Ernst Kantorowicz s'était peut-être lui-même laissé surprendre, l'histoire est l'art de se ménager des surprises, se laisser surprendre par le cours à la fois entêté et tortueux de son enquête sur les louanges royales qu'il entreprend en 1934, qu'il achève en 1946, qu'il espérait peut-être minutieusement séparé des hantises du présent, qu'il fuyait évidemment en allant aux États-Unis, mais on n'est jamais à l'abri quand on est historien, et ces hantises revenaient se fracasser en somme sur son objet d'étude, comme si les revenants n'étaient pas toujours les spectres du passé, mais parfois les fantômes d'aujourd'hui. Et en travaillant sur l'expérience sensible d'un chant d'acclamation, Kantorowicz ne se réfugiait donc pas dans les charmes d'une curiosité érudite. Et vous vous souvenez peut-être que ce fracas prenait la forme d'un écho rythmique des laudes et de leur triade latine, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, dans les acclamations fascistes que Kantorowicz cite à la toute fin de son livre, commentant un hymne mussolinien qui en était comme la répétition. Et il achève ainsi, et j'achevais ainsi, en écoutant ce chant exécuté par les ballias italiens, l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation. Et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. Donc j'achevais le cours la semaine dernière en m'interrogeant sur cette fin que je comparais à celle du Dimanche de Bouvines de Georges Duby en 1973, en sa dernière partie intitulé « Légendaire », il y décrivait lui aussi un oubli progressif, puis une résurgence. Le mythe de Bouvines s'absentait, et puis, à la toute fin, il revient. Moins le mythe de Bouvines que la théologie de la victoire, invoquant l'existence du dieu des batailles. Et l'on se souvient que Kantorowicz disait des laudes qu'il sente la soldatesque. D'où la citation du discours de Franco en 1971 qui évoque la mémoire de la bataille de Brunete et la croisade de la libération, le jour de la fête de Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà la deuxième chute sur laquelle j'achevais, celle de Duby, Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le Dieu de l'ordre rétabli, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts un soir à Brunete et avait autrefois plané sur Bouvines,
Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce Dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir, il reconnaît toujours les siens. Comme l'a montré Felipe Brandi dans un article intéressant des Cahiers du Centre de recherche historique en 2009, cette fin lugubre a été profondément incomprise. Et pas seulement en Espagne. Son livre a été traduit du vivant de Franco, donc toute la fin a été censurée. En France non plus, on ne comprend pas très bien pourquoi un historien se permet de terminer comme ça. Dans son compte-rendu des Annales de 1974, Bernard Guenet regrettait cette dernière page qui laissait Philippe Auguste, écrivait-il, je le cite, en bien mauvaise compagnie. Et le lecteur, un peu trop loin de cette atmosphère du XIIIe siècle que Georges Duby avait si merveilleusement recréée pour lui au fil de ses chapitres. Alors, oui, il en convenait, l'historien avait cédé à des pensées généreuses, je cite encore Bernard Guenet, mais pouvait-on comparer la propagande médiévale à celle des États contemporains? Alors non, sans doute. Et Duby, d'ailleurs, ne le fait pas. La difficulté, c'est qu'il ne fait rien. Il ne compare pas, il ne s'explique pas sur l'usage de cet anachronisme. Juste, il met en regard et il s'arrête. Il abandonne, au fond, le discours de la méthode historique au point où ce discours se laisse déborder. Déborder par une émotion politique, par une expérience, peut-être, et ce débord désigne peut-être aussi l'insuffisance de l'histoire. Alors pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que nous vivons un temps où chacun adhère avec vigueur, parfois même avec agressivité à ses propres convictions, et où je cherche, au fond, plutôt à inquiéter la profession d'historien, c'est-à-dire l'idée que l'évocation d'un précédent historique puisse nous éclairer sur le diagnostic du présent est tellement évidente et assénée avec tellement de conviction qu'il me semble plutôt intéressant de voir aussi en quoi elle offre à l'historien des occasions de se méprendre même lourdement. Et pour cela, Kantorowicz est effectivement un guide inestimable, lui qui, l'année de sa mort en 1963, a un admirateur allemand qu'il avait imprudemment félicité de la réédition de sa biographie monumentale de Frédéric II, répondait de ces mots désabusés: il faudrait laisser sombrer entièrement dans l'oubli un livre qui était posé sur la table de nuit de Himmler et dont Göring fit cadeau à Mussolini en lui dédicaçant. Et ça, évidemment, Kantorowicz ne cesse depuis lors, depuis les années 30, d'écrire contre lui-même et contre cette fascination. Dans son livre traduit en français en 2001 sous le titre « L'historisme en débat » de Nietzsche à Kantorowicz, Otto Gerhard Höxle affirmait « Si l'on prend au sérieux les objectifs de l'auteur, il faut cependant dire que ce livre, Frédéric II, de Kantorowicz, n'a plus rien à nous dire. » Alors oui, sans doute, la mystique de l'Allemagne secrète n'a plus rien à nous dire en elle-même. Mais un livre échappe toujours aux intentions de son auteur et rien ne sombre entièrement dans l'oubli. C'est ça, évidemment, le drame de Kantorowicz en 1963. L'histoire des Laudes était aussi celle de leur résurgence inattendue après leur troisième fin. On avait vu ensemble qu'il y avait trois belles fins pour les Laudes, Richard II, Charles Quint, et puis 1918. Et puis 1922, ça recommence. Il y aurait donc, oui, des dangers inhérents au métier d'historien, c'est-à-dire plus précisément encore à la profession d'exhumer le passé. Cette chute du livre de Kantorowicz m'a toujours intrigué, plus que ça, alarmé, plus que ça, alerté. Je l'avais déjà cité d'ailleurs il y a 2 ans dans un cours sur les fictions politiques, sur l'archéologie des
des erreurs collectives, où il s'agissait d'évoquer les vies parallèles de Marc Bloch et d'Ernst Kantorowicz et de comparer la manière qu'ils eurent l'un et l'autre de mettre à distance un intérêt pour l'un, Bloch, une fascination pour l'autre, Kantorowicz, face à l'imaginaire du pouvoir. Depuis, Alain Bourreau a réédité son Kantorowicz Histoire d'un historien, qui était paru initialement en 1991, avec une courte préface inédite et intéressante, je trouve. Il y rappelle comment il avait cherché dans cette biographie expérimentale à reconstituer le parcours biographique, ou du moins la tension existentielle du personnage. Et cette tension, il l'avait assignée vers un désir d'appartenance. Il avait dit, voilà, Kantorowicz est cet historien qui brûle d'appartenir à une totalité, l'Allemagne, l'université. Et Alain Bourreau expliquait sa méthode en revendiquant, sinon la légitimité, du moins je dirais l'efficacité narrative et théorique, de cerner son personnage, non pas seulement par des contextes, mais par des fictions. Et ce, disait-il, en l'absence de sources. Alors ça, c'est la faiblesse sans doute du livre, parce que les sources existent. Je parlais du livre de Robert Lerner, qui est une biographie à l'américaine, qui vient de sortir en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette biographie documentée va périmer la biographie rêvée d'Alain Bourreau. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas parce que Alain Bourreau s'en explique très bien. L'historien produit des explications par des corrélations, mais il trouve ces corrélations le plus souvent du fait de la proximité dans les sources elles-mêmes. Donc, au fond, si elle est expérimentale, sa biographie, c'est qu'il cherche à dépayser ses habitudes, à dérégler les automatismes, à miner la notion de contexte, toujours circulaire par définition, en cernant au fond son personnage d'explications hypothétiques qu'il prend dans l'invention romanesque, faisant un usage expérimental de la fiction pour rendre visible, donc contrôlable, au fond, la prolifération des hypothèses. Bref, il s'agissait d'intervenir sur les sources et les objets historiques, quitte à leur faire violence, et c'est cela qu'on appelle une expérience. Une expérience fait violence au réel. Ou en tout cas, la dépayse, la bouscule, la désorganise. Je reviens donc sur l'insistance des laudes. Pourquoi elles reviennent, pourquoi elles insistent, pourquoi elles persistent, comment comprendre cette persistance. Et pourquoi faudrait-il la comprendre d'ailleurs, ou plutôt, cette compréhension est-elle historique? S'il faut la comprendre, c'est en faisant, me semble-t-il, un détour philosophique. Et c'est cela que je propose d'appeler une histoire accueillante à ce qui la déborde. Il faut désigner le débord, comme Duby, mais peut-être aussi tenter de le cerner, comme Bourreau, de fiction. En l'occurrence, ici, je dirais, de fiction théorique. Non pas laisser en suspens, parce que ce jeu des concordances des temps peut être un peu vain, surtout lorsqu'il permet aux médiévistes, et je ne m'excepte pas de cette critique, de donner son opinion sans y toucher, de feindre de parler d'autre chose en s'afférant à ces petits problèmes. Non, il s'agit plutôt d'expérimenter des formes d'histoire où ce débord, ce suspens, ce seuil d'indistinction serait effectivement cerné par la fiction théorique. Je vais m'expliquer, toujours à partir des laudes. On pourrait dire des acclamations qu'elles sont archaïques, et que ce qui revient avec le fascisme, c'est un fond archaïque. Après tout, pourquoi pas? Ça nous va bien. Politiquement, ça nous va bien. Mais elles le sont très tôt, archaïques, ces acclamations. Depuis au moins le XIIIe siècle, souvenez-vous, puisque, au fond, elles naissent de ce nouage carolingien entre le roi et le sacerdoce, entre le règne et le sacerdoce. Elles renvoient donc à une matrice théologico-politique qui n'a plus cours après la réforme grégorienne. C'est bien ça le problème.
C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un archaïsme? Giorgio Agamben, dans Le règne et la gloire, dit ceci: plus qu'à un stade chronologiquement plus ancien, nous devons ici penser à un seuil d'indistinction toujours opérant, où le juridique et le religieux deviennent parfaitement indiscernables. Et cette zone-là, incertaine, qui mêle liturgie, cérémonie, insigne, acclamation, émotion, peut être dite la gloire. Et voilà pourquoi Giorgio Agamben s'est intéressé à ce travail de Kantorowicz, et voilà ce qui me fournit le titre de la séance d'aujourd'hui, Anatomie de la gloire. Je cite le commentaire de Agamben à l'issue de son analyse du livre qui nous réunit, si j'ose dire, celui de Kantorowicz sur les laudes. Les chercheurs qui se sont occupés des aspects cérémoniels du pouvoir, c'est toujours dans Le règne et la gloire. Et parmi eux, Kantorowicz est certainement le plus lucide. Ces chercheurs semblent donc hésiter à poser une question pourtant difficile à éluder: quelle est la relation qui lie si intimement le pouvoir à la gloire? Si le pouvoir est essentiellement force et action efficace, pourquoi a-t-il besoin de recevoir des acclamations rituelles et des chants de louange, de revêtir des couronnes et des tiares encombrantes, de se soumettre à un cérémonial pénible et à un protocole immuable, en bref, lui qui est essentiellement opérativité et oikonomia, c'est le concept d'Agamben, l'économie, pourquoi s'immobiliser hiérarchiquement dans la gloire? On lit chez Giorgio Agamben cette démonstration à bien des égards implacable. La gouvernementalité de ce qu'il appelle notre démocratie glorieuse, et oui, ça nous revient, s'origine dans l'oikonomia de la liturgie des acclamations. Et dès lors, au passage, est-il illusoire de réclamer un retour du politique pour contrer une économie qui règne sans partage, puisque la politique n'est rien d'autre que cette machine de gloire. En effet, je cite là la fin du livre « Le règne et la gloire », ce que notre recherche a montré, c'est que le vrai problème, le mystère central de la politique, n'est pas la souveraineté, mais le gouvernement, n'est pas Dieu, mais l'ange, n'est pas le roi, mais le ministre, n'est pas la loi, mais la police, ou aussi bien la machine gouvernementale qu'ils forment et maintiennent en mouvement. Il s'agit en somme de reprendre la question que Guy Debord posait déjà en 1967, et en fait c'est comme s'il nous la posait à nous, aujourd'hui: pourquoi cette immense accumulation de spectacles? Et il nous la pose à nous aujourd'hui parce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'en 1967. Pourquoi cette immense accumulation de spectacles? Pour le comprendre, Le règne et la gloire précipite son lecteur vers une longue plongée dans la théologie trinitaire des pères, inépuisable ressource philosophique pour penser le politique, car depuis saint Paul, ce sont bien les théologiens qui le pensent, rapport entre le Dieu transcendant qui règne mais ne gouverne pas et le gouvernement incessant du monde, si bien que ce qu'il y a de plus politique peut-être dans la littérature médiévale est moins les miroirs aux princes que les traités sur les anges, ces ministres de la bureaucratie céleste, ou les fictions politiques, comme on a pu le voir ensemble. Mais en tout cas, pour Agamben, la gloire est bien ce qui, dans le gouvernement, se survit à lui-même, assure sa perpétuité au-delà de son exercice, sachant que, et c'est pour ça que c'est évidemment théologique, sachant qu'au jour du jugement dernier, tandis que les anges suspendront leur gouvernement sur les hommes, s'animera alors cette économie des acclamations et des louanges qui est le vrai du pouvoir. C'est impressionnant. Ce n'est pas pour ça que c'est vrai, mais c'est impressionnant.
Mais en tout cas, voilà pourquoi la question de la liturgie, que Agamben a posée dans son livre intitulé Opus Dei, Archéologie de l'Office, traduit en français en 2012, Homo Sacer 2.5, révèle d'autres filiations inattendues, notamment celle entre opérativité et effectualité. Parce que le mystère de l'office, c'est le mystère de l'efficacité. J'insiste, cette inquiétude est en effet notre hantise contemporaine. Prenez la réflexion philosophique sur le commun, ou historique sur l'espace public. Je tiens qu'elle en ait l'envers apeuré ou consolant. Lisons de la littérature, par exemple, lisons Don DeLillo, Cosmopolis, 2003, qui, dans une scène troublante, parle d'un golden boy, violemment riche, qui parle avec une collaboratrice qui s'appelle Kinski, de la modification du concept de propriété, le chiffre étant devenu, dit le personnage, sa propre justification. Je cite, « L'argent a perdu son caractère narratif, de même que la peinture l'a perdu jadis. » Ce qui est très intéressant sur le cours des choses et ceux qui s'intéressent à la valeur de l'art. Il y a une valeur narrative qui est perdue. Kinski, qui est la collaboratrice du jeune Golden Boy, est tétanisée. La scène est à Broadway. Ils sont dans une limousine. Ils voient déferler les informations, mais ce n'est pas celles qui défilent sagement comme à Times Square, à quelques blocs de là. Non, c'est un crépitement, c'est un foisonnement trop fugace pour être absorbé, et les personnages, à ce moment-là, comprennent que dans ce capitalisme qui vient, seule la vitesse compte. D'où la proposition essentielle, je suis en train de lire un roman, nous n'assistons pas tant au flux de l'information qu'à un pur spectacle. L'information sacralisée, rituellement illisible, les petits écrans du bureau, de la maison et de la voiture deviennent une sorte d'idolâtrie. Ici, les foules pourraient se rassembler avec stupéfaction. Et le problème, c'est qu'un médiéviste, face à une telle fiction romanesque, s'y reconnaît. Il ressent une étrange familiarité. Tout lui parle. La ritualisation de l'illisibilité, le surplomb des grands récits inaccessibles. C'est comme ça qu'on parle des vitraux de cathédrales, qui se déroulent bien au-dessus de nos têtes et qui, effectivement, ritualisent le fait qu'on ne les comprend pas, mais qu'on se sent surplombé par eux, le rythme, le flux, la stupéfaction. Bon, on reconnaît là des thèmes bien connus de la pensée critique de la surmodernité. Je parlais de Guy Debord, qui a théorisé la dégénérescence de l'espace public en un lien virtuel qui est à la fois unifié et diffus, c'est-à-dire sublimé et déréalisé en spectacle, ce qui est évidemment le non-lieu de la politique. Le spectacle, je cite Debord, est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est visible, mais on ne voit plus que lui. Le monde que l'on voit est son monde, la société du spectacle. Et dès lors, on pourrait dire avec Walter Benjamin, nous assistons à la chute du cours de l'expérience, mais la chute du cours au sens du krach boursier. C'est dans ce texte magnifique de 1933 qui s'appelle « Expérience et pauvreté », où il décrit notre pauvreté en expérience depuis 1918, depuis le fait que la grande expérience du monde contemporain soit incommunicable, dit-il. Alors ça a à voir évidemment avec la nostalgie du conteur. Ce qui est en jeu, c'est effectivement la narration qui ne se fait plus, notamment entre les générations. C'est un texte où il parle de son père qui lui racontait des histoires, et il écrit sur sa propre enfance. Qui, aujourd'hui, sait dénicher le proverbe qui va le tirer d'embarras? Qui chercherait à clouer le bec à la jeunesse en invoquant son expérience passée? Voici pourquoi Pierre Legendre, qui a préfacé
les Laudes Regiae, le livre de Kantorowicz, insiste sur ce point. Nous n'en avons sans doute pas fini avec ces pratiques liturgiques, désormais récupérées par, je cite maintenant Legendre, les célébrations publicitaires, l'industrialisation des emblèmes, les litanies des marques, vaste système d'invocation au service des nouveaux pouvoirs disséminés. Nous croyons vivre séparés de ce régime liturgique par lequel le pouvoir se donne comme un objet d'acclamation, un objet fascinant, un objet digne d'acclamation, dit Legendre, en psychanalyste et en juriste. Ce qui nous en sépare est le gouffre de la Révolution française, qui nous rend incompréhensible, effectivement, l'institution rituelle des sociétés politiques. Et pourtant, alors on dira, la dévotion fasciste, elle a confisqué les formules rituelles de l'allégeance, elle a une fois pour toutes éteinte la question liturgique, puisqu'elle s'en est saisie, mais comme une religion séculière, ce que Emilio Gentile appelle la religion du politique, c'est-à-dire, au fond, cette formule d'obéissance qui fait de la politique sa seule religion. Et dès lors, la question liturgique reste en suspens. Elle est, écrit Pierre Legendre, potentiellement errante, flottante, sans attache. Le régime dogmatique de l'Occident a opéré la désintrication entre ces deux plans du discours que sont le droit et la théologie. Et donc, de ce rite cassé ne demeurent que des brisures, des rebuts, justement, des restes dont s'emparent les médiévistes, parce que ces objets brisés, vous vous souvenez, sur quoi on lisait le tricolone, sur des monnaies, sur des lames d'épée, sur des cloches, tout ce bric-à-brac de la sacralité, tout ce Moyen-Âge sonnant et trébuchant. L'écrivain Pierre Michon dit le Moyen-Âge, ça fait toujours un bruit de casserole. Bon, tout ça, tout ce bric-à-brac, qui est effectivement ce sur quoi travaillent les médiévistes, le rebut, eh bien, il rentre non pas dans la fusion sartrienne, mais dans la forge legendrienne de la modernité occidentale. Et c'est cela qu'on peut appeler effectivement la transe. Dans un texte intitulé « La mort, le pouvoir, la parole », Ernst Kantorowicz au travail de la fiction et du politique, toujours ça, je ne parle que de ça, qui est publié en épilogue de son Sur la question dogmatique en Occident, Pierre Legendre reprend cette question. Kantorowicz a mis en lumière une dimension perdue de nos constructions institutionnelles, qui est, dit-il, la dimension théâtrale. Cette efficace, cette performativité. C'est pour ça que j'en parlais avec Louis Marin au début du cours de l'année dernière. D'où l'importance qu'il donne à la fiction figure de vérité, fictio figura veritatis. D'où aussi la facture de ses écrits à Kantorowicz, où les formulations médiévales sont comme effectivement les proverbes de Walter Benjamin, c'est-à-dire des empreintes comme ça qui sont ciselées, qui sont autonomisées afin de restituer leur frappe emblématique. C'est-à-dire à produire un effet comparable à celui qu'ils avaient dans l'écrit savant qui les sertissait, qui leur servait d'écrin d'origine. Et là encore, on retrouve la théâtralité de Louis Marin, c'est-à-dire retrouver dans ces objets médiévaux leur frappe, pour frapper les esprits. Donc, au-delà de l'exégèse immédiate des textes, indispensable, la relecture de Kantorowicz par Pierre Legendre le conduit à réfléchir sur la valeur à proprement parler théorique du Moyen-Âge, la valeur théorique du Moyen-Âge. Et ça, c'est ultimement la leçon que cette lecture lui suggère. Je cite, « Le Moyen-Âge a énoncé la vérité anthropologique des fondements de la modernité européenne, c'est-à-dire posé avec précision, par des métaphores,
la structure logique de l'identité, toujours en jeu dans les constructions institutionnelles, combinant la mort, le pouvoir, la parole. Éléments qui, en toute culture, se trouvent soudés par une représentation généalogique de base. La mort, le pouvoir, la parole. Nous en sommes là. Dans l'entretien qu'il donna à Claude Bonnefoy en octobre 68 et qui a été édité sous le titre Le beau danger, Michel Foucault l'affirmait: je pense que l'alternative à la mort, ce n'est pas la vie, c'est la vérité. Dans ce texte, qui est un texte somptueux, où il s'explique avec sa propre écriture, où il s'étonne qu'on puisse la trouver agressive, quand pour lui, écrire est une activité extrêmement douce, feutrée, qui va vers le velouté plutôt que vers le mordant, mais où il dit aussi la crainte d'être un philosophe qui écrit et dont la valeur serait dans l'écriture. Il dit ceci: penser, c'est poser un diagnostic, d'accord, c'est traverser la parole de l'autre, c'est reconnaître, nommer, c'est prescrire, c'est au fond comme des gestes médicaux. Et il dit ça, lui, le fils du chirurgien qui s'est fait de sa plume un bistouri. Avec mon écriture, je parcours le corps des autres, je l'incise, pour faire apparaître, je cite encore, ce foyer de lésion, ce foyer de mal, qu'il appelle aussi cœur vénéneux des choses. Mais il est davantage anatomiste que chirurgien, parce que si l'écriture est liée à la mort, il ne veut pas plus tuer qu'il cherche à ressusciter. Bien loin du rêve micheletien, il affirme « Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre. » Parce que je pense que lui aussi sait que c'est dangereux. Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre, mais parce qu'il est mort. On ne peut hériter de ce qui est mort. Voilà son travail, mettre à jour la vérité de ce qui est mort. Ou encore, je cite, « Ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort, ce n'est pas le frémissement perdu de la vie, c'est le déploiement méticuleux de la vérité. » Et voilà pourquoi je dis anatomie de la gloire. Alors, nous avons peut-être commencé à répondre à la question posée par le titre de la première séance, pourquoi des médiévistes ? Mais nous sommes-nous pour autant éloignés du questionnement global sur les expérimentations politiques ? Je ne crois pas. Parce qu'il s'agit toujours de retrouver l'attitude, au sens où on parlait la semaine dernière d'attitude de modernité, qui consiste à aller chercher les formes d'émergence de l'expérimentation politique, là où elle ne s'énonce pas nécessairement le plus bruyamment, là où elle ne forme pas les étapes d'une évolution graduelle et linéaire. En prenant l'hypothèse de l'ostracisme antique, je cherchais à insister sur la notion de rythme du politique. J'ai posé l'hypothèse qui va nous servir durant les semaines qui viennent, que ce rythme est toujours à 3 temps, comme la litanie, invention, usure, inversion. On invente, ça se dégrade, ça se retourne. Et l'expérience ne s'achève vraiment que lorsqu'elle renverse ses effets. Et en cela, elle est politique. Et cette déstabilisation, d'ailleurs, dangereuse, est une des manières de sortir de la lecture apocalyptique de Walter Benjamin, qui est celle de Legendre ou d'Agamben. Et pour cela, comme le rappelle Marielle Massé dans Style, critique de nos formes de vie, la poésie est un recours. Parce que la poésie comme expérience, elle nous rappelle le radical, père, l'expérience est un passage, elle nous rappelle la proximité, periculum, l'expérience est un danger. Donc au fond, par l'expérience, on passe à travers, on va jusqu'au bout, on touche la limite. Voilà ce que c'est que de tenter l'expérience. L'expérience, par exemple, pour Henri Michaud, c'est un moment de confiance, de bascule, de courage, disons, où l'on se confie au déséquilibre.
Non, pas question de paix. Nous sommes inépuisables en expérience, écrit Michaud dans Passage. Alors, pour mener cette histoire rythmée mais hétérogène, une histoire désynchronisée des rémanences, des résurgences, on peut par exemple s'inspirer, c'est ce que je ferai, de l'allure narrative du livre de Michel Rio-Sarcey, Les Aventures de la Liberté, une histoire souterraine du XIXe siècle en France, paru en 2016. Son XIXe siècle commence en 1848, non pour raconter l'événement, mais pour en déplier les possibles. Puis elle va chercher en amont les promesses de la liberté, puis elle les dépasse pour aller traquer ses résurgences, toujours ces trois moments, ces résurgences après l'échec de la République. Il s'agit en somme de déjouer la linéarité de la fabrique de l'histoire qui travaille à l'occultation des expériences. Parce que toute tentative d'enfermer le cours des événements dans une continuité, la loi du progrès chez George Sand, l'accroissement de la liberté par la diffusion de la connaissance chez Marie Dagout, qui écrit sous le pseudonyme de Daniel Stern, ou la force des choses chez Saint-Simon, tout cela, c'est une manière d'occulter la capacité d'agir des subalternes, donc l'autonomie de l'expérience politique au sens notamment d'Edward Thompson. Donc déterminante est toujours la référence au passé. Donc ce que montre Michel Rio-Sarcey, c'est que, évidemment, ici, en l'occurrence, sur tout le XIXe siècle, le référent c'est 1789, c'est une ressource permanente et principale de mobilisation émancipatrice. C'est là où on va chercher la force explosive des libertés passées. C'est là où on va se donner le courage de renouveler les promesses non tenues. Mais dans le même temps, c'est un piège, parce que cela inscrit, ça enferme les expériences des acteurs dans des continuités factices, abstraites, qui leur échappent. Le progrès, les lois de l'histoire. Donc on est au cœur du problème, au cœur vénéneux des choses, dirait Michel Foucault, ce foyer de lésion qui est notre rapport au passé, ce besoin d'agir en répétant un précédent historique, ce présentisme à double fond qui est à la fois un tremplin et un frein à l'action. Alors, reprenons. Et pourquoi pas à partir du XIXe siècle, comme point de répulsion. Le 14 mai 1872, Otto von Bismarck, chancelier du nouvel empire germanique, s'exclame devant le Reichstag « Rassurez-vous, nous n'irons pas à Canossa, ni par la chair, ni par l'esprit. » Le pape Pie IX vient de refuser d'accréditer un ambassadeur allemand et Bismarck affirme alors qu'il ne se laissera pas humilier par la curie romaine, c'est-à-dire en l'occurrence ici le pouvoir spirituel, mais aussi, d'une manière générale, la latinité qu'il assimile à une culture méridionale. Gang nach Canossa, aller à Canossa. Qu'est-ce à dire ? L'expression renvoie évidemment à un événement fameux qui date de presque 800 ans, la pénitence humiliante du roi des Romains, Henri IV, face au pape Grégoire VII en janvier 1077. Portant sur la nomination des évêques et des abbés, le conflit entre le roi et le pape, que les historiens vont appeler plus tard la querelle des investitures, elle engage une question majeure dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, puisque, au fond, investir, ça veut dire conférer, transmettre. Le mot renvoie au Moyen-Âge à tout acte consistant pour une personne à déléguer un bien, une fonction, un pouvoir à une autre personne, et donc au lien social contractualisé qui fonde le socle de cette société, en tout cas du système de pouvoir de l'Europe occidentale, peu importe qu'on l'appelle encore vassalique ou déjà féodal. L'essentiel, c'est de comprendre que le pape ici réagit, et le roi aussi, les deux réagissent à cette impulsion décisive liée à la réforme de l'Église, que l'on peut définir avec Jacques Dallarin comme un détournement de fidélité depuis la parenté charnelle jusqu'à la parenté spirituelle. Bon, en tout cas, il y a un conflit entre le roi salien Henri IV, élu roi de Germanie en 1056, et Grégoire VII, pape, depuis 1073, qui va donner son nom
pour l'historiographie à la réforme de l'Église, la réforme dite grégorienne, et elle s'engage sur une question majeure dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, rien moins que la concurrence entre deux prétentions à l'universel. Mais si l'enjeu est considérable, les armes de la querelle sont des plus classiques. Destitution du pape par un collège de cardinaux d'un côté, donc soustraction d'obédience, excommunication et mise au ban du roi par le pape de l'autre, donc levée du serment de fidélité. Donc, le roi et le pape se sont mutuellement anéantis en 1076. La situation, là encore, suit un cours banal. Normalement, ça devrait aboutir à la désignation d'un nouveau pape et d'un nouveau roi, puisque, voilà, la différence du roi de France, le roi allemand des Romains et potentiellement futur empereur, il ne l'est pas encore, il le deviendra après Canossa, est élu par une assemblée des plus grands princes laïcs, mais aussi ecclésiastiques. Donc il y a un jeu classique des anti-rois et des anti-papes, dans lequel, au fond, c'est toujours le roi qui a le plus à perdre. Et voilà pourquoi, soumise à la pression des princes de l'Empire, Henri IV est contraint d'aller demander le pardon de Grégoire VII. Il le sait en villégiature dans un des châteaux de la comtesse Mathilde de Toscane, à Canossa, dans les Apennins. Alors le roi Henri IV décide de franchir les Alpes en plein hiver, contraint de passer le col du Mont-Cenis, comme jadis Charlemagne, et le moine chroniqueur Lambert de Hersfeld décrit dans ses annales la troupe royale se hissant à grand-peine sur les sommets abrupts, tantôt à quatre pattes, tantôt en s'agrippant aux épaules de leur guide. On tire le roi sur une peau de bœuf, il est pieds nus, il pleure. Le 25 janvier 1077, le voici arrivé à Canossa, devant les portes du château que le pape a fait fermer. Et pendant 3 jours, Henri IV piétine dans la neige épaisse, jeûnant, pleurant, jusqu'à ce que Grégoire VII assure de recevoir le souverain pénitent dans le giron de l'Église. Ça, c'est le sens du spectacle. Et c'est le souvenir effectivement humiliant que réactive Bismarck quand il s'exclame en 1872 « Nous n'irons pas à Canossa ». Donc ça veut dire à partir de ce moment-là, parce que ça veut dire encore aujourd'hui, je ne vais pas me laisser humilier. Dans un livre fameux, Harald Zimmermann fit l'histoire longue de la disponibilité de ce souvenir de la pénitence de Canossa, qui devient au XIXe siècle, mais au XIXe siècle seulement, l'emblème de la soumission du pouvoir laïque face à l'autorité religieuse, mais qui symbolisait depuis la Réforme le Sonderweg, c'est-à-dire la spécificité du devenir historique du peuple allemand. De ce point de vue, on peut, avec Pierre Monet, rappeler que le chancelier du nouvel empire germanique engageait alors, je dirais, le Kulturkampf, qui partout en Europe, mais avec des modalités différentes, devait réaménager les rapports entre l'Église et l'État. Donc il s'agit d'un problème européen, de très longue durée. En Angleterre, dans les pays allemands de l'Empire, les réformes religieuses du XVIe siècle ont abouti à des ruptures, vous le savez bien. Donc le protestantisme luthérien, le calvinisme se séparent de l'Église catholique et romaine. L'anglicanisme, lui, monarchise et épiscopalise l'Église. Et quant à la France, de toute façon, c'est une autre histoire plus longue, parce que depuis le XIVe siècle, la mise sous tutelle de la papauté, notamment par le séjour avignonnais, depuis surtout l'invention du gallicanisme qui place l'autorité des conciles au-dessus du pape, ça permet d'éviter une rupture jusqu'à la loi de séparation de 1905. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, ce qui est en jeu, c'est un mode d'agencement complexe et négocié, une expérimentation politique qui, dans le cas de l'épisode de Canossa, se loge au cœur du rituel. Parce que, est-on certain que le roi ait subi une humiliation à Canossa? Après tout, il ressort renforcé de l'épreuve, tandis que le pape, lui, ne peut pas se dérober à son devoir d'absolution. Il faut qu'il pardonne, le pape. Il ne peut pas faire autrement.
Donc tout le monde est dans son rôle. Et à la fin, il devient quand même empereur. Donc, en reprenant toutes les sources disponibles, en recalculant minutieusement les temps de parcours des voyages du roi et du pape vers Canossa, l'historien Johannes Fried a reconstitué l'ensemble de la séquence narrative dans un livre paru en 2012. La bibliographie sur Canossa est immense, et pas seulement en langue allemande d'ailleurs, il existe aussi une bibliographie italienne sur l'événement que Fried d'ailleurs néglige un peu, mais peu importe, cette séquence qu'il reconstitue, finalement elle a un double fond. Il se rend compte, ne serait-ce que par les temps de parcours, je n'ai pas le temps de reprendre sa démonstration, qu'en fait, elle commence déjà, les événements commencent à la fin de l'année 1076 et comporte plusieurs phases de négociation, peut-être même un traité, qui assurait l'honneur réciproque de l'Empire et de l'Église. Et que l'événement a donc un double fond, que Johannes Fried permet de révéler tout en proposant une réflexion sans doute un peu agressive historiographiquement sur ce qu'il nomme la mémorique, c'est-à-dire l'analyse des phénomènes d'inversion de mémoire, de reconstruction, de sélection, de déformation narrative des événements, comme le commente Benoît Grévin dans sa note critique polémique de la mémorique, qui est parue dans Francia en 2015, parce que finalement, étudier ça, la transmission des textes et tout, ce n'est rien d'autre que l'exercice de l'histoire. À l'issue de la démonstration, il paraît aujourd'hui assez... assez plausible, que davantage qu'une capitulation improvisée, la pénitence de Canossa ressemble à la ritualisation d'une négociation préalable. Et de ce point de vue, les travaux de Gerd Althoff ou les mises en garde de Philippe Buck nous mettent sur la voie. C'est-à-dire que la force des rituels oblige toujours chacun à tenir son rôle. Tout se déroule selon l'ordre implacable d'une liturgie. Une pénitence de 3 jours, un pape qui se laisse attendrir par les suppliques de 3 belles âmes, sa belle-mère Adélaïde, la comtesse Mathilde et l'abbé Hugues de Cluny, parrain de Henri IV, une politique des larmes. Chacun, oui, tient sagement son rôle, et il n'est jusqu'au choix de la date, le 25 septembre, jour de la conversion de Saint Paul, qui aura également duré 3 jours, qui ne fasse sens dans une théâtralisation, justement, de l'événement. Donc, au fond, par ce rituel d'humiliation publique, Henri IV restaure une royauté davidienne qui est fondée sur la pénitence et qui est celle, justement, qui est à l'origine des laudes, c'est-à-dire ce nouage carolingien, en fait, entre Rex et Sacerdos. Donc ça permet au souverain d'accéder au triomphe chrétien de l'humilité, dont Michel Zinc a rappelé dans un livre récent qu'elle était la vertu reine du Moyen-Âge chrétien, et par conséquent le socle paradoxal de la souveraineté. Tel l'empereur Honorius Ier qui, en 403 ou 404, dépose son diadème devant l'autel de Saint-Pierre, confesse ses péchés et, dit Augustin, dans l'un des sermons retrouvés par François d'Olbeau, se frappe la poitrine là où se trouve le cœur du pécheur, il réfléchit au mérite de Pierre, il croit à son triomphe, il espère parvenir par lui à Dieu, il se sent et se trouve aidé par ses prières. L'anatomie de la gloire sort donc, cette lésion originelle, qui est l'humilité souveraine. On est roi parce qu'on s'humilie, et s'humiliant, on ressemble au Christ. Demeure toutefois une question. Quel précédent historique les contemporains de cet événement spectaculaire peuvent-ils invoquer pour en saisir la portée, en discipliner l'effet? Pour le chroniqueur Berthold de Reichenau, par exemple, cela ne fait guère de doute. C'est à la pénitence infligée par Ambroise à l'empereur Théodose après le massacre de Thessalonique que l'humiliation de Canossa doit être comparée. Je rappelle brièvement les faits. Nous sommes au printemps 390.
Il y a une émeute qui éclate à Thessalonique, il y a le gouverneur Butérique qui se fait massacrer, Théodose réside à Milan, apprend la nouvelle, rentre dans une grande colère, et il ordonne l'exécution des Thessaloniciens, et ni l'appel à la clémence d'Ambroise, ni les conseils de son maître des offices Ruffin ne réussissent à le convaincre, et durant 3 heures, la troupe massacre la foule qu'on avait préalablement massée dans le stade, faisant 7000 morts d'après les sources du Ve siècle, mais le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, évidemment, dans les sources plus tardives. Donc, cet événement amène Ambroise à exhorter Théodose à la pénitence, à exiger du prince un repentir public. C'est la première fois, dit Peter Brown, qu'un évêque ose élever la voix pour s'opposer à un empereur au nom de son franc-parler, de sa parésia. Il le ramène à la mesure du gouvernement juste. Donc il y a quelque chose qui se noue sur le gouvernement pastoral, c'est-à-dire user avec franc-parler d'un appel à la modération. Et il le fait justement en faisant assaut de modération. Il puise dans le livre des rois, dans les psaumes, des exemples bibliques montrant que la pénitence n'avait rien pour abaisser un roi, mais qu'au contraire, l'humble acceptation de la fragilité de la condition humaine peut au contraire frayer une voie triomphale, glorieuse, vers la grandeur paradoxale du prince chrétien. Et ce qui est en jeu, ce n'est rien moins que la mise en place de la doctrine dite gélasienne des deux pouvoirs, potestas et auctoritas, qui sera théorisée à la fin du Ve siècle à partir d'une compilation juridique portant le nom du pape Gélas Ier et qui emprunte à de nombreuses sources patristiques et notamment Ambroise, comme l'a montré Pierre Toubert, en partie aussi sur la politique de l'anathème et de l'excommunication. Donc, Théodose pleure pendant 8 mois, puis il cède, et s'il cède, s'il accepte de se repentir publiquement de l'énormité de son crime, c'est précisément, raconte Paulin de Milan, dans la vie d'Ambroise, parce qu'il prend conscience de la puissance politique d'une royauté davidienne. Et voilà pourquoi, en dédiant son apologie de David à Théodose, Ambroise ne fait pas qu'inviter l'empereur à s'écrier comme le roi coupable « Celui qui s'accuse est juste », il rédige, écrit son commentateur Pierre Hadot, une sorte de politique tirée de l'Écriture sainte qui servira de modèle aux évêques carolingiens quand ils composeront, à l'aide de modèles bibliques, le portrait du prince parfait. Mais oui, parce que là encore, si le souvenir ambrosien de la pénitence de Théodose est disponible pour les auteurs du XIe et XIIe siècle qui doivent construire le sens de l'événement de Canossa, c'est au filtre carolingien. C'est effectivement parce qu'il est passé par la mémoire carolingienne, c'est parce que les deux pénitences publiques auxquelles l'empereur Louis le Pieux s'est soumis lors de son règne, la première à Attigny en 822, la seconde à Soissons en 833, ont fait prendre au ministère royal un tournant expiatoire à l'issue duquel le recours à l'admonestation est hissé au rang de mode de gouvernement. Or, la référence ambrosienne, qui était déjà explicite dans les écrits carolingiens sur des pénitences du fils de Charlemagne, comme l'ont montré les travaux fondamentaux de Maïke de Jonck, eh bien, il est relancé au-delà, je dirais, de sa période réelle d'efficacité, c'est-à-dire au cœur de la réforme grégorienne. De ce point de vue, la position d'Henri IV, attendant aux portes du château, protégé d'une triple muraille, avant d'être admis le 4e jour, dépouillé de ses habits royaux, à se présenter devant le pape à l'intérieur de la 2e enceinte, fait évidemment écho à la scène fameuse de Théodose, qui est maintenue au seuil de l'Église par l'évêque d'Ambroise, là encore, selon un sens du spectacle chrétien qui va être admirablement glorifié par le théâtre de la contre-réforme, et qui ne vient pas d'ailleurs des sources latines, mais des sources grecques
parce qu'il y a aussi un Ambroise grec, parce qu'à Constantinople, on a effectivement vraiment intérêt à dire à l'empereur qu'il ne doit pas pénétrer le sanctuaire, et comme l'a montré Gilbert d'Agron, au fond, il y a derrière, évidemment, la question centrale, la question déterminante, la question cruciale de la séparation. Donc, derrière l'humiliation de Canossa, la gloire. C'est, d'une certaine manière, cette idée qui doit, au fond, amener à comprendre qu'on est au cœur de cette, je dirais, cruciale de la réforme grégorienne. Parce que si l'hypothèse que j'ai acceptée est exacte, la pénitence de Canossa est moins une capitulation que la ritualisation d'une négociation préalable, alors elle constitue une expérience politique ou une expérimentation de la capacité politique d'échange et de négociation, mais elle témoigne aussi d'une forme de rationalisation de l'action politique, y compris d'ailleurs dans l'usage des précédents, que l'on peut interpréter dans le contexte de la réarticulation entre pouvoir spirituel et temporel comme une forme de désenchantement, au sens de Stephen Weinfurter. Et de ce point de vue, la rencontre de Canossa peut être interprétée comme cruciale pour la compréhension du mouvement grégorien. Au-delà de sa dimension disciplinaire, la lutte contre le mariage des prêtres et le trafic des biens ecclésiastiques, au-delà même de sa portée politique, la querelle des investitures, la réforme, on le sait, est un phénomène social total qui précipite le passage d'un ordonnancement du monde à l'autre, au sens de Tellenbach, divisant radicalement la société chrétienne entre l'ordre des clercs, fondé sur le célibat, et l'ordre des laïcs, fondé sur le mariage, rehaussant la valeur du sacrement pour faire de l'Eucharistie le cœur de l'œuvre du salut, protégeant les biens de l'Église comme des choses spirituelles, spiritualia par opposition au temporalia, la coupure grégorienne fait advenir une société nouvelle. Comme l'écrit Florian Mazel, si l'ecclésiologie grégorienne apparaît avant tout comme une ecclésiologie de l'institution, on peut dire, en paraphrasant Pierre Legendre, que le principe de séparation est ce qui fonde l'institution. Or, le paradoxe est que la productivité historique de la réforme grégorienne, ou, je dirais, sa puissance instituante, résulte de son échec à concentrer la totalité de la puissance entre les mains du pape, à mettre en œuvre au fond le dessein de l'englobement de la société chrétienne tout entière par l'Ecclésia. Et voilà pourquoi il peut y avoir de la politique. La domination théocratique est un projet mort-né. La dissémination des pouvoirs en Europe occidentale naît sur les décombres de ce rêve politique. La commune en Italie, par exemple, n'est rien d'autre que la modalité urbaine de cette institution d'un nouvel ordre féodal. Et donc, plutôt qu'une séparation entre les deux ordres, la réforme grégorienne produit un chassé-croisé entre sacralité et souveraineté, que Ernst Kantorowicz a décrit dans un passage lumineux de son article sur les mystères d'État, ainsi, je le cite, « Sous le pape, princeps et verus imperator, l'appareil hiérarchique de l'Église romaine manifesta une tendance à devenir le prototype parfait d'une monarchie absolue et rationnelle fondée sur une base mystique, alors qu'au même moment, l'État avait de plus en plus tendance à devenir une quasi-Église et, à d'autres égards, une monarchie mystique fondée sur une base rationnelle. Sans doute est-il trop abrupt pourtant d'affirmer, ainsi que je l'ai fait dans ma leçon inaugurale, que le programme grégorien avait échoué. Il a échoué, oui, en tant que l'Ecclésia désigne non seulement l'Église,
mais sa capacité à s'imposer comme une institution totale, et qu'elle fait du christianisme non pas une religion, mais une structure anthropologique englobante, et du gouvernement de l'Église une réalité coextensive à la société tout entière. En ce sens, s'il y a des médiévistes, c'est pour comprendre pourquoi, malgré l'ambition proprement totalitaire ou totale de la papauté, comme le dit Dominique Young-Apra, l'Église occidentale n'a pas accouché d'une théocratie. Mais le moment grégorien n'a pas échoué comme expérience, parce que, justement, si on veut retrouver le sens de l'expérimentation, eh bien, c'est aux situations concrètes qu'il ouvre qu'il nous faut nous intéresser. Eh bien, je vous propose la semaine prochaine de poursuivre cette réflexion sur ces bases-là. Je vous remercie de votre attention.